Rodolphe, c'est à toi. Eh ben, merci pour cette présentation et merci pour l'invitation. Merci aussi à vous d'être venus si nombreux. Et donc oui, je vais vous présenter mon troisième ouvrage, Faire Légion, qui est un peu en continuité des deux précédents. Donc le premier sur Georges Sorel, qui revenait sur la proposition du mythe mobilisateur, notamment au niveau de la politique, et l'autre, Feu sur la droite nationale, qui était un livre un peu polémique où je revenais sur un débat qu'on a parfois au sein du camp national entre d'un côté les identitaires et de l'autre côté les souverainistes. Et c'est vrai que sur plusieurs notions politiques, on l'a vu dernièrement, par exemple sur le libéralisme, la question du libre-échange, du protectionnisme, on a vu quelques dissensions dans le camp national. Et je salue justement ici l'action de l'Action française qui a été vraiment capitale, cette volonté de coordination avec notamment la coordination rurale. C'est vraiment là, on est dans le vrai militantisme, dans la vraie action politique. Et moi, bien évidemment, je suis aussi du côté de la défense des paysans. Donc voilà, ça c'était une vraie action. Et on a vu aussi que comment dire, plusieurs clivages étaient apparus au sein du camp national, notamment aussi sur les sujets géopolitiques, russo-ukrainien et israélo-palestinien. Ça, c'est plutôt le sujet de mon petit livre, là, le quatrième livre, où je reviens un peu sur le traitement médiatique, justement, par les médias de grand chemin des deux conflits. Et aussi, on l'a vu, le clivage qu'on connaît pas mal au sein du camp national, c'est bien évidemment la question de l'Union européenne. Donc là, je ne vais pas vous bassiner avec cette question ce soir, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sous-tend ce clivage. Alors pour vous faire une présentation un peu rapide du clivage identitaire souverainiste, disons que les identitaires sont plutôt partisans du contenu, c'est-à-dire de la composition d'un peuple, quand les souverainistes vont s'intéresser aux instruments de la souveraineté. Donc on est plutôt dans le contenant. Les identitaires vont souvent reprocher aux souverainistes de dire à quoi bon redevenir souverain si on vit dans une France grand remplacée avec un peuple qui s'est largement modifié. Mais les souverainistes vont leur répliquer, oui d'accord, c'est très bien de conserver une homogénéité ethnico-culturelle, mais si on devient une réserve indienne en France et en Europe, j'ai envie de dire, les aborigènes ou les Indiens d'Amérique sont aussi restés homogènes sur leur terre, mais quid de leur souveraineté politique et de leur poids politique, qui est quasiment réduit à néant. Donc les identitaires vont s'intéresser à ce que les peuples sont. Donc là, on est dans la question de l'être, quand les souverainistes vont plutôt s'intéresser à ce que les peuples font. Là, on est vraiment dans la question du faire ou de l'agir. Moi, c'est vrai que c'est un débat que j'ai voulu un peu dépasser avec mon troisième livre, Faire Légion, parce que moi, je me revendique comme nationaliste. Et Ludovic l'a très bien dit, c'est une notion qui a été très souvent connotée, mais de manière péjorative. Il y a des personnes un peu plus âgées que moi, vous avez dû connaître pendant X années que dès qu'on se présentait comme nationaliste, mais même patriote, c'était plutôt compliqué parce qu'on subissait la vindicte parfois de notre cercle familial, de notre cercle professionnel, de nos cercles, j'ai envie de dire, même amical. Et c'est vrai que moi, j'essaye vraiment de restaurer cette notion, notamment au point de vue de la jeunesse, parce que je vois qu'il y a quand même un retour ou un élan identitaire, et moi j'ai envie un peu d'approfondir, parce que l'élan identitaire, il est bien évidemment sain du peuple français aujourd'hui, notamment dans la jeunesse, mais il faut essayer un peu de l'étoffer politiquement. Et là, à mon avis, c'est là qu'apparaissent les souverainistes, parce que les souverainistes, on va bien évidemment s'intéresser aux questions démographiques, mais on va s'intéresser aussi aux questions militaires, géopolitiques, sur l'énergie, sur la souveraineté alimentaire, qui sont parfois on va dire, des sujets un peu difficiles d'entrée, parce que faut réfléchir, faut voir les rapports de force, mais à mon avis qui sont fondamentaux. Et donc, à mon avis, il y a un sujet qui se prête particulièrement bien à cette synthèse du faire et de l'agir, c'est celle de la stratégie militaire. Parce que la stratégie militaire, de facto, si vous voulez, elle va se construire sur ces deux piliers, parce qu'il y a la dimension identitaire du même et de l'autre, c'est-à-dire qui sommes-nous. Et là, je vous renvoie à la lecture de Samuel Huntington. Samuel Huntington, vous devez le connaître, c'est l'auteur du Choc des civilisations en 1996. Et il avait fait un livre qui s'intitule « Qui sommes-nous ?» et qui revient justement sur le devenir de la nation américaine au moment où la nation WASP, ou en tout cas la population WASP, commençait à se faire grand remplacer aussi, ou en tout cas à devenir plus minoritaire au sein de la population américaine. Alors eux, ils n'ont pas le grand remplacement extra-européen, ou en tout cas plutôt africain, comme on peut le connaître en France et en Europe, mais eux, c'est plutôt avec les latinos. Et donc, c'est des questions qui sont posées. Et la seconde jambe, comme ça, de la stratégie militaire, c'est la question de la souveraineté. C'est la question de l'allié et de l'ennemi. Là, on retombe sur les thèses de Julien Freund, de Carl Schmitt aussi. Et ce qui est intéressant avec la question de l'allié et de l'ennemi, c'est que là aussi, c'est un spectre relativement large, parce qu'il y a des questions
bien évidemment d'amis et d'ennemis économiques, mais aussi militaires, géopolitiques. Donc vous voyez, là c'est plutôt des questions qui vont parler aux souverainistes. Bon, en tout cas, j'aimerais que vous gardiez tout au long de cette conférence une maxime militaire qui est fondamentale, c'est que c'est toujours le terrain qui détermine la manœuvre. On peut arriver sur une situation politique avec les meilleurs schémas préconçus, les meilleures théories politiques. Ce qui détermine véritablement l'efficacité d'une doctrine politique, c'est son efficacité sur le terrain. Il ne faut absolument pas être fixiste, ça c'est plutôt une terminologie marxiste, mais il faut voir les champs et les transformations économiques, politiques, démographiques. Et moi j'insiste beaucoup sur le fait que à chaque fois ces notions elles sont corrélées ou en tout cas elles vont ensemble. Et aussi je vais essayer de souvent faire un parallèle dans cette conférence entre une situation plutôt théorique et une situation pragmatique, comme je vous le dis, sur le terrain. Par exemple, dans mon livre, je défends l'idée d'état stratège. Donc je reviens sur la notion théorique de ce qu'est l'état stratège. Donc c'est un état qui est soustrait aux intérêts et aux lobbies privés, qui va donc, s'opposer à la doctrine néolibérale qu'on connaît depuis les années 80 avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan aussi, bien évidemment. Mais c'est aussi un état, qui va supposer un certain type d'homme, c'est-à-dire le citoyen, qui est opposé bien évidemment à l'homo economicus, à l'individu consommateur, qui essaye de nous vendre, notamment, ou en tout cas qui est venu du monde anglo-saxon, mais c'est aussi un État planificateur, c'est aussi un État qui va revendiquer des mots comme celui de planification, mais on ne tombe absolument pas dans l'écueil communiste, c'est la planification qu'on a pu connaître par exemple sous De Gaulle, avec des vrais projets comme ça de modernisation, que ce soit sur le nucléaire, sur le ferroviaire, ou une volonté justement de se maintenir à niveau dans la compétition technologique qu'on pouvait connaître entre les nations. Donc là, vous voyez par exemple, on a le côté théorique. Si on passe sur le côté pragmatique, on voit qu'aujourd'hui, les enjeux de souveraineté, on les retrouve dans tous les domaines. Vous avez mentionné le domaine agricole, avec bien évidemment les traités de libre-échange avec le CETA, le Mercosur, qui mettent en péril l'agriculture française. Mais j'ai même envie de dire, au moment du Covid, on a bien évidemment aussi, on s'est rendu compte que la perte de nos industries pharmaceutiques, ou en tout cas de cette capacité, même ne serait-ce que de faire des masques, et aussi, vous devez peut-être vous souvenir, c'est la fameuse guerre entre les nations pour se voler des sacs de masques sur les tarmacs. Bon, c'était des situations complètement ubuesques. Et même, j'ai envie de dire, on n'a pas réussi à faire notre propre vaccin. Bon, ça c'est peut-être un mal pour un bien, là-dessus on ne va pas épiloguer, moi je ne suis pas vacciné. Mais en tout cas, vous voyez qu'on n'était même plus en capacité, en tout cas, de produire nos propres instruments comme ça, pharmaceutiques. Et je peux bien évidemment prendre d'autres exemples. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une véritable prédation aussi sur nos infrastructures économiques et logistiques. Si vous prenez une majorité des grands ports européens, vous savez qu'aujourd'hui, ils sont sous capitaux chinois, parce que les Chinois essaient de recréer une nouvelle route de la soie. Et ce qu'il faut, c'est avoir la main sur les aéroports. C'était la vente des aéroports qu'on avait connu aussi il y a quelques années. C'était Stéphane Edouard. C'était comme Edouard, l'ancien Premier ministre. Voilà, Édouard Philippe, merci, qui avait, il me semble, cédé des aéroports où on était bénéficiaire. En plus, on gagnait encore de l'argent aux Chinois. Et si je vous cite par exemple le nombre de ports qui sont passés sous pavillon étranger, ou en tout cas sous capitaux étrangers, je peux vous citer Valence en Espagne, Rotterdam aux Pays-Bas, Le Havre en France, le port du Pirée, bien évidemment, ça c'est l'exemple caricatural en Grèce, Vido Ligure, enfin je peux vraiment les égrener comme ça. Et aussi ce qu'il faut savoir, par exemple, si on va cette fois dans le domaine économique, c'est qu'aujourd'hui, la moitié du capital des entreprises du CAC 40 sont détenues aussi par des capitaux étrangers. Donc ça, c'est des questions à penser quand même, parce que là, il y a vraiment aussi une volonté de prédation sur des entreprises, on va dire, stratégiques et cibles. Et là-dessus, si vous voulez, en plus, il n'y a absolument rien de complotiste, parce que je vous renvoie à deux commissions d'enquête qui sont fondamentales. Il y en a une d'Arnaud Montebourg, devant l'Assemblée nationale, et qui expliquait que justement, que depuis les années 80-90, on avait perdu Arcelor, leader mondial de l'acier, Péchinet, leader mondial de l'aluminium, Alstom, Technip, Lafarge, qui a été vendu récemment à des Suisses, et même Alcatel. Alcatel, peut-être que les plus jeunes n'ont pas connu. Moi, mon premier portable, c'était un Alcatel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France, sur la téléphonie, sur les réseaux aussi de téléphonie, on était les leaders mondiaux. On battait tout le monde, on était en avance. Mais il y a eu à l'époque le concept de fabless, c'est-à-dire de ne plus avoir d'usines en France, mais de les délocaliser en Chine. Nous, on pensait justement, avec un peu d'arrogance, qu'on conserverait les ingénieurs, la recherche et le développement en France. En Europe, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les Chinois, ils ont eu nos usines, ils ont fabriqué leurs propres ingénieurs, et aujourd'hui, on n'a plus d'usines, et nos ingénieurs, ils sont concurrencés par des ingénieurs chinois, asiatiques et indiens qui sont du même niveau, voire même meilleurs que nos propres ingénieurs.
Donc vous voyez, là c'est vraiment des erreurs stratégiques qu'on paye encore aujourd'hui. Et l'autre commission d'enquête à laquelle je vous renvoie, c'est celle de Fillon, commission d'enquête au Sénat. Et Fillon, là aussi, ça a été assez drôle parce qu'il revient sur l'extraterritorialité du droit américain. C'est les fameuses amendes records qu'avait connues par exemple la BNP, où vous savez que même vous, si vous faites une transaction en dollars, eh ben, en fait, vous êtes sous le joug du droit américain parce que vous avez pratiqué une vente ou en tout cas une action commerciale avec du dollar. Et ce qui est intéressant, c'est que Fillon, bon après c'est comme d'habitude, c'est un peu comme nos grands généraux de l'armée, c'est quand ils sont à la retraite que la parole se délie un peu. Et à l'époque, ce qui était intéressant, c'est que Fillon disait que le premier ennemi, ou en tout cas le meilleur allié, ou en tout cas d'un point de vue, comment dire, un peu, oui, en tout cas en tant qu'ennemi, bah, c'était les États-Unis. Vous voyez, il ne ciblait même pas la Russie, il disait bah, le meilleur ennemi de la France aujourd'hui, c'est les États-Unis. C'est une parole qu'avait eue aussi Mitterrand à la fin de sa vie, c'est aussi assez intéressant. Et donc, ça nous renvoie directement à la question aussi de est-ce que les souverainistes négligent-ils l'identité? Parce que là, je vous ai cité tous les domaines dans lesquels la notion de souveraineté est intéressante. Là, je pense qu'il y a un exemple tout récent qui nous démontre que non. C'est l'exemple des influenceurs algériens. On s'est rendu compte aujourd'hui que les souverainistes sont obligés, ou en tout cas doivent s'emparer de la question identitaire parce qu'on se rend compte que la stratégie géopolitique, ou même dans de nombreux domaines comme le domaine économique, bah, c'est directement lié à la composition d'un peuple. On se rend compte qu'aujourd'hui, des pays comme le Maghreb, et notamment l'Algérie, jouent sur leur diaspora qu'on a ici sur le territoire français pour influencer les politiques. Et il y a même tous les scandales des élus de droite aussi, il y a des élus de gauche bien évidemment, mais qui font du clientélisme, mais aussi des élus de droite, beaucoup notamment de personnalités politiques LR par exemple, font un clientélisme avec des associations plus ou moins raccordées aux frères musulmans. Mais là aussi, c'est vraiment des questions qui nous concernent directement. Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, les souverainistes doivent aussi s'emparer de la question identitaire et de la question démographique, parce que c'est une question qui relie directement à la souveraineté de la France. Et donc, c'est pour ça que je fais un rappel dans ce livre « Faire Légion », c'est que l'identité, elle est à la base de toute doctrine souverainiste. Et là-dessus, c'est pareil, une approche qu'on a plutôt d'un côté historique chez les souverainistes et plutôt essentialiste chez les identitaires. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on doit reconnaître. Avant les bouleversements démographiques qu'on a connus ces dernières décennies, il faut reconnaître que le peuple français est l'héritier et a une origine commune avec les autres peuples européens. C'est quelque chose qu'il faut reconnaître. Pour vous le faire rapidement, on sait que les peuples européens, les différents peuples européens sont les héritiers biologiques de 3 souches ancestrales. On a les chasseurs-cueilleurs qui se sont installés sur le continent européen il y a environ 45 000 ans. Ensuite, on a eu les populations anatoliennes qui vont participer à la révolution néolithique. Là, on est de moins 10 000 à moins 2 000. Et ensuite, on a eu quelques brassages avec les conquérants venus des steppes ou du Caucase ou de la mer Caspienne. Et on sait aujourd'hui qu'il y a une parenté entre les différentes nations européennes, notamment avec les travaux sur l'ethno-linguistique, c'est la fameuse langue indo-européenne, mais aussi au niveau de la mythologie. C'est la tripartition, c'est la fameuse classe qui prie, la classe qui travaille et la classe qui combat. C'est la tripartition sur laquelle se sont construites les nations européennes. Et aujourd'hui, ça a été démontré par de nombreux démographes, jusqu'à la moitié du XXe siècle, le peuple français est fondé sur un creuset homogène ethno-culturellement. Donc quand on vous vend la France comme terre d'immigration, c'est bien évidemment un mensonge. Et moi qui habite Paris, il y a quelques mois, on nous mettait sur le métro, sur les affiches publicitaires, la France a toujours été une terre d'immigration, et ils nous mettaient justement des Médicis par exemple pour nous montrer que c'était la même immigration, ou en tout cas ils essayent vraiment de faire, si vous voulez, ce parallèle entre l'immigration qu'on subit actuellement et l'immigration qu'on avait pu connaître par exemple au niveau de nos aristocraties. Donc vous voyez, bien évidemment c'est un mensonge. Et par contre, à mon avis, c'est intéressant de revenir sur comment dire, le bouleversement migratoire qu'on a connu en France, parce que les premières vagues d'immigration, on va dire de masse avec les guillemets qu'il faut mettre, c'est aux alentours de, comment dire, à partir du milieu du 19e siècle. Et les immigrations, elles sont plutôt italiennes et belges. Pierre Milza, qui est peut-être un historien qui vous dit quelque chose, avait mentionné ce chiffre. Entre 1870 et 1940, on a 3,5 millions d'Italiens qui sont venus en France, mais on a seulement 1,3 million qui sont restés. Ensuite, on a l'immigration, notamment polonaise, après la grande saignée de la Première Guerre mondiale. Donc là, on est dans les années 1920-1930. Mais à mon avis, il y a véritablement une bascule. C'est après la Seconde Guerre mondiale, parce que là, on va vraiment passer à une immigration de peuplement. Et la différence, c'est que si à la base, on était dans une immigration de travail
intra-européenne et temporaire, parce que souvent les personnes venaient travailler en France, mais ensuite repartaient au pays. Là, on va passer à une immigration de peuplement, extra-européenne et surtout permanente. C'est le fameux décret de 1976 sur le regroupement familial qui a été voté sur Valéry Giscard d'Estaing. Et Bruno Retailleau a fait cette fameuse déclaration en disant qu'il était presque prêt à revenir. Mais bon, Bruno Retailleau, en ce moment, il gonfle souvent les bras. Et puis, bon, on se rend compte, malheureusement, c'est comme l'affaire des influenceurs algériens. Vous l'avez peut-être suivi, il a renvoyé un influenceur. L'Algérie l'a renvoyé. Bon, il a des déclarations, on va dire, un peu plus musclées qu'avant, mais par contre, dans l'action et dans les faits, pour l'instant, ça ne propose pas grand-chose. Mais peut-être ce qu'il y a de plus préoccupant, ou en tout cas d'autant préoccupant que le grand remplacement qu'on peut reconnaître, c'est le grand vieillissement aussi des populations. Et là, il faut vraiment en parler. Je vais vous donner juste un chiffre. D'ici 2070, la tranche des plus de 65 ans sera nettement plus nombreuse que celle des moins de 20 ans. Donc là aussi, c'est des chiffres qui doivent un peu nous parler, parce que une population où la pyramide des âges se renverse, où la natalité s'effondre, où la fécondité s'effondre aussi, et bien évidemment que ça a un impact sur le système économique. Donc vous voyez, moi, là vous allez voir, dans cette conférence, je vais souvent insister pour démontrer que la question démographique, donc identitaire, elle est tout le temps liée aussi au système économique et au système social. C'est vraiment une parenthèse qu'il faut prendre ensemble. Et donc on en arrive à ce constat assez préoccupant. On a une baisse de la natalité des autochtones blancs, on a une immigration de masse extra-européenne, et on a un modèle social fondé sur le fétiche de la croissance. Et il y a un article qui est sorti assez récemment dans le Figaro qui est vraiment intéressant sur ce sujet. C'est Stephen Smith qui en a parlé. Stephen Smith, peut-être que c'est un nom qui vous parle, c'est un essayiste qui avait écrit en 2018 « La ruée vers l'Europe, la jeune Afrique en route pour le vieux continent », qui montrait qu'il y avait un phénomène de vase communicant où en Europe on a un effondrement démographique, alors que dans l'Afrique, notamment subsaharienne, là on a une explosion, et justement il montrait qu'il y avait un trop-plein d'un côté, et de l'autre côté il y avait un appel. Et justement Stephen Smith démontre bien que les sociétés d'Europe occidentale, et notamment la France, doivent être confrontées dans les années à venir, non pas à un dilemme, mais à un trilemme. Et ce trilemme, il consiste à choisir entre, d'un côté, la croissance économique, de l'autre, le contrôle des frontières avec la régulation de l'immigration, et enfin, la hausse de la natalité au détriment de l'épanouissement individuel et des logiques, on va dire, un peu plus libertaires. Bon, concernant le dernier point, disons que la politique nataliste et la politique de la famille en France, elle est un peu au point mort. Je dis même que c'est plutôt le contraire. Là aussi, c'est quelque chose, moi, qui m'a complètement choqué. Au moment de la passation de pouvoir entre notre ancien Premier ministre, Michel Barnier, et Gabriel Attal, une des premières déclarations de Gabriel Attal a été de dire « Je vais surveiller le gouvernement Barnier pour qu'il ne revienne pas sur les droits LGBT ». Moi, il me semblait qu'on avait d'autres préoccupations en France dont il fallait se préoccuper, mais lui, c'était la première chose. Et même, j'ai envie de dire, avec la question de l'euthanasie qui va revenir, là, vous allez voir, dans les mois prochains, on commence à nous faire un peu des appels du pied, à en parler, à l'évoquer, et même la constitutionnalisation de l'IVG, les questions de la GPA, on sent qu'en tout cas, les politiques natalistes et familiales en France, elles sont au point mort et elles ont même tendance à régresser. Concernant le contrôle des frontières, là, paradoxalement, on voit une légère inflexion, en tout cas en Europe. Disons que les gouvernements européens, pour se maintenir, ont compris que les populations vieillissaient en Europe. Et qu'est-ce qu'il faut pour plaire, en tout cas, aux populations vieillissantes? Il faut un État stable, il faut un peu plus de sécuritaire. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le logiciel, dans les prises de parole, on critique énormément l'immigration illégale. Et c'est vrai qu'on a vu, par exemple, en Italie, avec la construction d'un centre de rétention en Albanie avec Giorgia Meloni, ou même des déclarations avec Olaf Scholz, qui veulent taper sur l'immigration illégale, mais bien évidemment, c'est pour continuer à en faire venir toujours plus avec l'immigration illégale, parce qu'ils se disent que ça va passer un petit peu mieux. Et là aussi, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut avoir en tête pour les années précédentes, parce que vous verrez de plus en plus que les gouvernements, notamment LR, les partis de droite dits républicains, vont, là aussi gonfler un peu les muscles, avoir un discours un peu plus sécuritaire. Mais à chaque fois, quand on vous vendra un renforcement sur l'immigration illégale, ce qui est très bien, vous verrez que l'immigration illégale, par contre, continuera d'exploser. Donc là, c'est des choses à avoir en tête. Et enfin, la croissance économique, qui est le dernier point que je vous ai mentionné. Là, il suffit de faire, je vais vous citer la déclaration de Patrick Martin, qui est l'actuel dirigeant du MEDEF. Cette déclaration, il l'avait faite juste après l'adoption de la loi sur l'immigration. Là aussi, peut-être que vous vous en souvenez, la loi immigration, ça avait été un vrai cirque politique.
ils en avaient parlé, tous les pays, enfin tous les partis politiques c'était écharpé sur cette loi immigration. Et derrière, par le Conseil d'État, elle était complètement dévitalisée et le droit de l'Union européenne est venu complètement laver aussi les mentions un peu intéressantes. Et donc Patrick Martin disait, d'ici à 2050, nous aurions besoin, sauf à réinventer notre modèle social et notre modèle économique, de 3,9 millions de salariés étrangers. Ce ne sont pas les patrons qui demandent massivement de l'immigration, c'est l'économie. Là, vous voyez qu'on est un peu enserré dans cette boucle, ou en tout cas dans ce trilemme. Et donc moi, à travers ce livre, j'ai essayé modestement de répondre un peu à cette difficulté. Et tout d'abord, ce mythe légionnaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est, comment dire, il est obligatoirement fondé sur 3 piliers. Les 3 piliers, c'est maintenir majoritaire un peuple historique. Donc là, c'est la présentation que je vous ai faite, notamment sur le fait qu'il y a la France, elle s'est véritablement constituée sur un creuset homogène. Quand on vous vend la France comme terre d'immigration, c'est une légende. Même si, bien évidemment, on a connu quelques bouleversements ces dernières décennies, il faut quand même comprendre qu'en tout cas, il y a un peuple historique français, et il faut tout faire, à mon avis, pour le conserver, en tout cas de manière majoritaire. Ce qui n'empêche pas, bien évidemment, que d'autres Français sont venus d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut tout faire, à mon avis, et c'est même, moi j'enjoins toujours les cadres souverainistes, notamment de certains partis, à s'emparer de la question identitaire et à toujours mettre en avant la défense du peuple majoritaire et du peuple autochtone, d'où le sous-titre de mon livre. Ensuite, à mon avis, le deuxième pilier, c'est l'idée consubstantielle à la France. Là, je vais revenir dessus. Et enfin, le troisième pilier à défendre, c'est la défense du territoire. Donc, le deuxième pilier qui est l'idée, ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, on a vraiment les nationalités qui émergent en Europe. Chacune des nationalités va faire un petit peu sa mythologie ou va construire son mythe national. Par exemple, l'Allemagne va se construire sur la notion de germanité. Ça va bien évidemment être relié à l'homogénéité ethnoculturelle de la race allemande, comme ils disent, mais on voit que chaque pays va prendre comme ça une teinte un peu particulière. L'Angleterre va se construire sur l'idée d'insularité, d'ouverture sur le monde, sur la conquête des océans. Et on voit que les États-Unis, eux, se sont constitués sur la notion de peuple élu. C'est le village sur la colline, c'est la notion d'élection, alors que ce sont d'anciens Européens, mais ils vont faire cession comme ça de l'Europe. Et à mon avis, l'idée qui est consubstantielle à la France, c'est vraiment l'idée de souveraineté, d'indépendance et de liberté. Parce que la nation européenne, la nation française, elle s'est construite quand même contre 2 institutions majeures. Tout d'abord l'Empire, avec le Saint-Empire romain germanique, et la seconde institution, c'est l'Église. C'est la fameuse tradition anglicane, du gallicanisme, pardonnez-moi, on peut dire ce qu'on veut, mais il faut toujours rappeler qu'entre le Xe et le XVIIIe siècle, on a quand même eu 16 rois qui ont été excommuniés. Donc c'est quand même des choses à conserver. Et véritablement, l'idée de nation, qui s'est véritablement développée sous les Capétiens, c'est en opposition à l'Église et à l'Empire. Et enfin, la troisième idée qui va un peu faire la synthèse des 2 premières, c'est l'idée de territoire. Depuis Sainte-Geneviève qui repousse les Huns au champ catalonique en 451, en passant par Jeanne d'Arc qui boute les Anglais hors d'Europe, donc hors du territoire, en passant par les forteresses Vauban, ou même avec cette phrase de De Gaulle, « La France fut faite à coups d'épée, la fleur de lys, symbole d'unité nationale, n'est que l'image d'un javelot à 3 lances », on voit vraiment que la défense du territoire national, ça a été aussi un des piliers pour le mythe national et la compréhension de la nation, en tout cas en France. Donc là, vous avez les 3 piliers. Et ensuite, le mythe légionnaire, ou en tout cas nationaliste, tel que je l'appréhende dans mon livre, il a, 3 dimensions. Et là, vous allez voir, pour cette partie de la conférence, je vais faire à chaque fois un retour avec le 19e siècle, parce que le 19e siècle et le 21e siècle, à mon avis, ça c'est une de mes thèses, on est construit en miroir inversé. Le 19e siècle, pour vous situer quelques éléments historiques en tête, c'est vraiment l'apparition de la société moderne. On a des grandes avancées technologiques avec l'apparition de l'électricité dans les villes. C'est tout le réseau ferroviaire aussi qui commence à se développer en Europe. On a aussi quelque chose de très intéressant, un changement d'élite, parce que les anciennes aristocraties vont être remplacées par les bourgeoisies montantes, parce qu'on a la construction des villes, des grands ensembles urbains, mais aussi des grands ensembles industriels. Et la révolution industrielle, bien évidemment, c'est un des grands changements aussi du 19e siècle qui va donner véritablement l'idée, en tout cas, de société telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Et donc là, je vais vous citer un passage d'André Siegfried. André Siegfried, c'est un grand sociologue du 19e siècle et du 20e siècle. C'est un peu
le père spirituel de Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, vous l'avez peut-être lu, qui a fait ses grands livres sur la France actuelle. Et Jérôme Fourquet rend hommage à André Siegfried. Et donc André Siegfried fait ce constat que je vais vous citer. Le 19e siècle se croyait de bonne foi nationaliste et impérialiste. C'était, et il ne l'ignorait pas, le siècle de Bismarck et de McKinley. En réalité, il était internationaliste et libéral. La race blanche occidentale, disons européenne, avait réalisé sous sa direction une forme d'unité mondiale qui rappelait celle de l'Empire romain. Dès qu'on sortait d'Europe, on entrait de plein pied dans une sorte de république mercantile internationale, fonctionnant sous l'égide britannique et dans lequel tous les blancs, quels qu'ils fussent, bénéficiaient en fait des mêmes droits. On se heurtait sans doute au nationalisme et au protectionnisme, mais leurs effets demeuraient limités, toujours contrôlés, l'atmosphère étant celle de l'échange et presque du libre-échange. Donc là, vous avez le constat au 19e, et moi je pense aujourd'hui qu'on est dans un renversement total. Tout d'abord, André Siegfried explique qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des nations très belliqueuses, ou en tout cas, il y avait vraiment une confrontation entre les différentes nations européennes, et lui disait qu'on allait vers un système plus internationaliste, européiste, libéral, qui est en fait l'Union européenne, et aujourd'hui on est dedans, mais moi je pense qu'on va revenir aux nations, on voit une volonté, ou en tout cas un certain réveil dans un certain nombre de nations européennes, donc là, premier renversement. Deuxième renversement, c'est bien évidemment la domination de l'homme blanc. Là, j'ai envie de dire, depuis les différents conflits géopolitiques sur lesquels je reviens là dans mon dernier livre, on voit que la parole de l'Occident, ou en tout cas la parole de l'homme blanc, elle est contestée. C'est le Sud global qui s'est réveillé, c'est les BRICS qui prennent de plus en plus d'importance, que ce soit au niveau de la population, mais aussi de leur poids économique, notamment dans le domaine alimentaire ou même des matières premières. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une volonté de remise en cause aussi. Et le troisième point, c'est que si à l'époque on était dans des systèmes protectionnistes et qu'on allait vers le libre-échange, aujourd'hui on voit une demande de protection, une demande de frontières, pas seulement contre l'immigration, mais aussi des frontières économiques. C'est bien évidemment les paysans qui s'opposaient au traité de libre-échange du Mercosur et du CETA. Et même des notions comme la démondialisation, le retour au localisme, au circuit court, nous démontrent qu'on est dans un renversement par rapport au 19e siècle. L'autre renversement, c'est vis-à-vis, comment dire, c'est quelque chose qui m'est cher, parce que moi je pense fondamentalement que le nationalisme de demain sera un nationalisme illibéral, un peu comme l'a préfiguré, si vous voulez, Viktor Orban. Et donc là, pareil, revenons au 19e siècle. Au 19e siècle, quand on a, comment dire, au début de la Troisième République naissante, les grandes entreprises coloniales, vous savez qu'il y a un réseau d'influence qui va promouvoir l'aventure coloniale. C'est les presses, c'est la presse, les trusts, le Grand Orient de France aussi, qui est véritablement un pourvoyeur d'idées. C'est la fameuse colonisation des peuples inférieurs. Vous savez, à l'époque, on a un peu un mélange détonnant entre d'un côté des hommes de gauche, Jules Ferry, Victor Hugo, Léon Blum, et de l'autre des libéraux, Prévost Paradol, Leroy-Beaulieu, qui vont se faire les promoteurs de la colonisation. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais Bernard Lugan est pas mal revenu dessus. À l'époque, les hommes de droite sont plutôt opposés à la colonisation. En 1870-1871, on a perdu l'Alsace-Lorraine contre la Prusse, et justement, vous avez cette parole de Déroulède, qui est une grande figure nationaliste, qui disait « J'ai perdu 2 sœurs et vous m'offrez 20 domestiques ». La parole est évidemment un peu violente, mais c'est vraiment cette idée, les nationalistes et en tout cas les personnalités de droite ne veulent pas de l'aventure coloniale, parce que pour eux, c'est se détourner de la reconquête de l'Alsace et de la Lorraine. Et à mon avis, il y a un personnage qui est vraiment intéressant au moment de la colonisation, c'est Hubert Lyautey. Hubert Lyautey, là je vous renvoie peut-être à vos cours d'histoire, c'est le résident général de France au Maroc, à Casablanca, de 1912 à 1925. Et là où il est intéressant, Lyautey, c'est qu'il va avoir une approche des autres peuples différente des grands républicains de la Troisième République qui étaient pour l'assimilation universelle. Lui, il va avoir une approche différentialiste. Et cette approche, on peut, à mon avis, la reprendre aujourd'hui, parce que c'est, comment dire, c'est une approche qui va nous sortir d'un faux dilemme. D'un côté, le fait de voir les hommes tous semblables, donc là c'est le tropisme universaliste, et de l'autre c'est le tropisme suprémaciste, où on fait une hiérarchie des races. Lui, il a une vision différente, il dit non, l'Africain n'est ni inférieur ni supérieur, il est juste différent. C'est-à-dire que chaque peuple construit, comment dire, son génie, sa culture, ses aspirations, selon une certaine cohérence, et qui est différente de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est meilleure ou inférieure, c'est juste qu'elle est différente. À mon avis, c'est assez intéressant. Et donc, au XIXe siècle, souvent dans les manuels d'histoire politique, on vous vend que c'est l'apparition d'une droite et d'une gauche. À mon avis, il y a une sous-division qui est beaucoup plus intéressante, qui est la division entre les libéraux et les illibéraux.
Par exemple, sur la question de l'identité, comme je vous l'ai dit, d'un côté, on retrouve les colonialistes contre les différentialistes. Sur la question économique, sur laquelle je vais revenir juste après, on a d'un côté les libre-échangistes, de l'autre côté les protectionnistes. Déjà à l'époque, on parle des questions de protectionnisme, et c'est des questions qui nous sont revenues, bien évidemment, avec les paysans actuellement. En philosophie, comme je vous ai dit, on a les universalistes. Donc là, s'il y a des lecteurs de Maurice Barrès dans la salle, c'est son fameux roman « Les Déracinés », où il montre la caricature du professeur de la Troisième République, M. Bouteiller, qui est un professeur très universaliste, très empris des thèses de Kant, et qui montre que justement, l'homme s'écrit toujours avec un grand H, alors qu'en philosophie, les hommes de droite sont plutôt particularistes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un homme si on ne le remet pas dans son pays, dans son environnement social, dans son environnement ethnico-culturel. Là aussi, on revient à des thèses de Joseph de Maistre. Vous savez, présentez-moi un homme, moi l'homme, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai rencontré par contre des Anglais, des Français, des Américains. On ne parle jamais d'un homme avec un grand H, comme peuvent le faire par exemple les républicains. Et en politique, on a bien évidemment les cosmopolites contre les nationalistes, parce que déjà à l'époque, des hommes de gauche comme Victor Hugo vont vous parler par exemple des États-Unis d'Europe. Déjà, il y a cette volonté de sortir des nationalités, de sortir des peuples nationaux pour aller dans ce grand ensemble européen. Donc revenons un instant sur le protectionnisme, comme je vous en ai parlé juste avant. Et là, je vous renvoie à la lecture d'un livre qui est véritablement fondamental sur la question. C'est le livre de David Todd, qui est donc le fils d'Emmanuel Todd, qui est l'identité économique de la France. Et il est revenu, là aussi c'est quelque chose que même moi je ne connaissais absolument pas, mais au XIXe siècle, on a vraiment eu un débat politique entre d'un côté les libre-échangistes et de l'autre côté les protectionnistes. À l'époque, qui est libre-échangiste? C'est bien évidemment l'Angleterre. L'Angleterre a fait sa révolution industrielle avant les autres nations européennes, et que désire faire un pays quand il a une avance technologique? C'est bien évidemment que les barrières tarifaires des autres pays s'ouvrent, parce que lui, il peut déverser son surplus, les machines. Mais alors, à l'époque, on a vu les industries nationales, et notamment les bourgeoisies nationales, qui étaient plutôt du côté national à l'époque, ont demandé aux politiques de mettre, si vous voulez, des barrières tarifaires, parce que eux, ça leur permettait de se mettre à niveau avec l'Angleterre, qui avait une avance technologique, donc qui avait des produits moins chers. Et vous savez que, par exemple, ça c'est quelque chose, je me suis pas mal renseigné aussi, que Airbus a été protégé et a été aidé pendant des décennies avant d'être concurrente face à Boeing, et qu'aujourd'hui, on voit qu'avec l'avancée, maintenant c'est Boeing qui est plutôt à la ramasse. Mais aussi à l'époque, ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe siècle, les doctrines protectionnisme, ce ne sont pas que des doctrines économiques. Elles vont aussi profiter avec la montée de l'éducation, parce que c'est la volonté de construire des élites. On a aussi une dimension politique, parce que c'est une montée du sentiment national. Et enfin, comme je vous l'ai dit, social, parce qu'on a l'affirmation de nouvelles élites qui vont monter comme ça et remplacer les anciennes aristocraties avec les nouvelles bourgeoisies. Et donc là, si quelques identitaires se sont glissés dans la salle, ils vont me faire, vous voyez, Rodolphe est un marxiste qui parle beaucoup d'économie. Mais là, justement, revenons un peu plus récemment. Après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 6 millions d'emplois agricoles qui vont disparaître en France. Et depuis 1984, c'est 3,5 millions d'emplois industriels qu'on a perdus en France. Le secteur industriel en 1980 représentait 24% de notre PIB, aujourd'hui il n'en représente plus que 10%. C'est vraiment des pécadilles pour le coup. Et là aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que cette volonté de changement de notre modèle économique, d'une économie de production à une économie de consommation, ça a été décidé par nos élites, au nom de l'idéal européen, au nom du grand marché, bien évidemment, des délocalisations. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le fétiche de la croissance économique dont je vous ai parlé au début de la conférence, on le voit que ça a été corrélatif à cette volonté d'avoir une immigration, mais on ne veut plus aujourd'hui une immigration de travail. Quand on parle aujourd'hui d'une immigration d'une immigration de travail, ce sont des mensonges. Aujourd'hui, notre modèle économique est fondé sur la consommation, parce que notre secteur primaire et secondaire a été complètement ravagé. Aujourd'hui, c'est véritablement le secteur tertiaire, justement. Et le secteur tertiaire, c'est le monde des services, et c'est le monde, justement, d'avoir des consommations. Et pourquoi aujourd'hui on fait venir une immigration? Parce que vu qu'on a un effondrement démographique, on a besoin de personnes, ou en tout cas, on a besoin de populations qui consomment, tout simplement. Et aujourd'hui, les secteurs qui se portent bien, j'ai envie de dire, dans notre économie, c'est les sociétés immobilières, c'est les établissements de santé, bien évidemment, la banque, les assurances, les supermarchés. Là, je vous renvoie aux travaux de Jérôme Fourquet qui a montré à quel point le supermarché a façonné, c'est la fameuse France moche,
et a détruit justement le tissu industriel qu'on avait connu en France. Et justement, l'apparition de la métropolisation, peut-être que vous avez lu les livres de Christophe Guilluy, qui montrent l'opposition entre d'un côté la métropole et de l'autre côté la France périphérique. Et aujourd'hui, en France, 12 métropoles produisent près de 2/3 des richesses sur 5% du territoire, alors qu'elles n'abritent que 27% de la population. Donc là, vous voyez, d'avoir fait un choix de modèle économique, un choix d'immigration, ça se ressent aussi sur notre modèle urbain, sur la métropolisation, avec ces grands ensembles métropolitains qu'on connaît. Et ces ensembles métropolitains, bien évidemment, qui sont, comment dire, ennemis ou en tout cas adversaires des modèles familiaux qu'on avait pu connaître avant. Et là, je vais vous citer un petit texte d'un sociologue, Pierre Vermeuren. Pour ceux qui habitent à Paris ou dans les grandes villes, on va dire comme Lyon, je pense que vous allez reconnaître la véracité du constat. Alors je le cite. « Depuis une douzaine d'années, des milliers de familles quittent annuellement la capitale. La vie parisienne leur étant devenue hostile. La spéculation immobilière a eu un effet dévastateur dans les métropoles. L'immobilier y est inabordable pour 80% de la population. Seuls les cadres supérieurs peuvent se loger dans ces villes, en dehors des ayants droit aux logements sociaux, soit les plus pauvres qui sont les derniers arrivés. Mais cette spéculation chasse aussi les classes moyennes. Une ville sans enfants est un musée pour célibataires ou couples aisés et âgés, une ville artificielle. Or, Paris compte, depuis 2010, 6 000 enfants de moins chaque année, et ce malgré les enfants des nouveaux arrivants. » Et moi qui habite à Paris, je peux vraiment vous certifier qu'aujourd'hui, le modèle métropolitain, c'est une grande bourgeoisie internationale qui peut se maintenir, les cadres du tertiaire, qui sont en réalité des cadres en plus qui vivent moins bien que leurs parents, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la propriété comme avant, et ensuite une masse d'étudiants, parce que évidemment pour faire ses études en France, il faut aller plutôt dans les grands centres, et toute une population d'immigrés, de primo-arrivants, qui eux vont bénéficier des logements sociaux. Donc vous voyez, la classe moyenne a été complètement sortie des villes, c'est la fameuse aussi gentrification, et évidemment que c'est des modèles qui sont contre la famille. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un couple de jeunes cadres à Paris, vous avez votre premier enfant, dès que vous voulez avoir votre deuxième enfant, il faut un appartement plus grand. Là, à moins que vous soyez, pour le coup, des héritiers, vous gagnez vraiment très bien votre vie. Je crois qu'il y avait une étude, il fallait qu'en moyenne, pour acheter un premier logement, à Paris, il fallait que le couple gagne en moyenne 10 000 € par mois. Vous voyez, c'est quand même quelque chose, c'est quand même des sacrés cadres. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une volonté, en tout cas un modèle de métropolisation économique qui va contre le modèle de la famille. Et moi qui ai des origines aussi lorraines, il y a vraiment un livre qui m'avait marqué, c'était le prix au Goncourt 2018 de Nicolas Mathieu, qui s'intitulait « Leurs enfants après eux », et qui revenait sur l'ampleur de la dévastation qu'avait été la fin des grandes industries, notamment en Lorraine. Et moi, mon grand-père travaillait donc dans les cités ouvrières, comme ça, et c'est vrai que la destruction comme ça des industries, parce qu'à chaque fois quand il y avait un gros pôle industriel dans une région, en fait c'est tout le tissu ensuite de TPE, PME qui vivait autour, qui faisait les petites pièces, et si vous voulez, si vous arrachez le cœur de la région, le cœur industriel de la région, c'est toutes les petites entreprises derrière aussi qui sont détricotées petit à petit, et bien évidemment, ensuite avec l'ouverture aux autres pays, notamment aux pays de l'Est de l'Union européenne, bien évidemment que les bas salaires a amené à cette délocalisation et à la fin de l'industrie en France. Et donc, Nicolas Mathieu revenait sur les effets de cette désindustrialisation qui sont catastrophiques. Donc je vous les cite: effacement des héritages culturels, fracturation des familles, arrivée de la drogue. Si vous êtes déjà renseigné sur les effets de la drogue dans la grande diagonale du vide en France, c'est une catastrophe. Il y a véritablement des scandales sanitaires avec l'arrivée des drogues dures, l'héroïne. On pense toujours que la drogue c'est un phénomène urbain, absolument pas. Aujourd'hui on en trouve aussi dans les villes, parce que, dans les régions, dans la France périphérique, dans la province, parce que justement c'est vraiment des régions qui ont été sinistrées industriellement, et aussi c'est une recomposition par culture d'une fragment de mondialisation, et aussi la mortalité grimpante chez les hommes. Et dans un article pour Éléments, j'avais mis côte à côte deux cartes européennes. Une carte de la fécondité, et donc de la natalité, et une carte de l'âge à laquelle les jeunes partent de chez soi. Et comme par hasard, les pays où les jeunes partent très tôt de chez eux, parce qu'ils ont une perspective d'évolution, parce qu'ils peuvent acheter un appartement, parce qu'ils ont encore une capacité de vivre sur la terre de leurs ancêtres, ou en tout cas d'avoir un job, et comme par hasard, c'était des pays où le taux de natalité se maintenait.
Parce que quand on est un jeune, qu'on est obligé de vivre chez ses parents, parce qu'on va de situation précaire en situation précaire, qu'on vit d'allocation, bien évidemment que pour se projeter, pour fonder un foyer familial, c'est très compliqué. Et comme par hasard, vous voyez que dans les pays du Nord, ça se maintenait plutôt bien. Par contre, dans les pays du Sud, l'effondrement démographique en Espagne, où les taux de chômage dans les jeunes populations sont à des taux vraiment énormes, en Italie et aussi dans les Balkans, alors je sais que chaque pays a ses spécificités culturelles. Mais en tout cas, on voyait que la question, comme je vous l'ai dit, démographique, identitaire, la question sociale, à chaque fois, elle est quand même liée. Donc, à mon avis, c'est des choses qu'on doit prendre en compte pour les années à venir. Et pour finir cette conférence, je vais faire un dernier retour dans le 19e siècle, après ça finit, inquiétez-vous pas. C'est quid justement de la solution peut-être politique à faire. Et là, à mon avis, il faut revenir sur cette fois la construction du nationalisme italien, c'est le fameux Risorgimento italien. Et il y a un penseur marxiste qui l'a analysé, qui est vraiment intéressant à lire, c'est Antonio Gramsci. Et lui, il a développé à l'époque l'idée de bloc historique. Et justement, au moment de la construction de la nation italienne, à l'époque, vous allez avoir un accord circonstancié entre la bourgeoisie du Nord italienne, parce que le vrai poumon industriel de l'Italie, même encore maintenant, c'est le Nord. Et justement, moi qui habite à la frontière italienne, quand vous allez dans le Piémont, ou justement vous discutez avec des Italiens du Nord et que vous leur discutez et vous leur demandez ce qu'ils pensent des Italiens du Sud, vous allez avoir quelques surprises, mais il y a un certain mépris, on va dire. Mais en tout cas, le vrai poumon de l'Italie, c'est vraiment l'Italie du Nord. Et à l'époque, si vous voulez, ces bourgeoisies montantes et industrielles du Nord vont renverser les anciennes aristocraties. C'est le roman Le Guépard, mais peut-être que vous avez vu le film avec Alain Delon et Claudia Cardinal, il me semble que c'est vraiment un joli film, et qui montre vraiment le changement d'élite. Et à l'époque, la bourgeoisie, elle est nationale parce qu'elle a des intérêts nationaux à se défendre. Et à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut tenir en tête, parce que pour qu'on ait un bloc historique ou un bloc historique qui se constitue, il faut trois choses. Il faut une strate sociologique, donc là, comme je vous l'ai dit, c'est la montée d'une nouvelle élite contre une ancienne, en amenant derrière elle aussi une classe moyenne qui montait aussi, parce que c'est l'apparition, le 19e, c'est aussi l'apparition des classes moyennes. Une strate idéologique, c'est le fameux concept d'hégémonie culturelle, peut-être que vous avez déjà entendu. Moi, j'ai tous les griefs possibles aussi à faire à CNews, mais il n'empêche aujourd'hui, moi quand je retourne dans le bar de mon enfance, ou même dans des bars en province, maintenant ce qui tourne parfois dans le fond, c'est CNews. Vous voyez, évidemment, par exemple sur les conflits géopolitiques, on peut leur faire certains reproches sur leur traitement, mais par contre c'est quand même des indications. Et même, je pense, vous avez dû vous en rendre compte, dans les cercles familiaux, professionnels, amicaux, on peut de plus en plus avancer nos arguments. Alors, bien évidemment, des fois on est un peu montré du doigt, mais en tout cas on voit qu'il y a quand même un changement en tout cas de l'hégémonie culturelle, et on voit qu'il y a une conception du monde ou un système de valeurs qui est en tout cas de plus en plus, j'ai envie de dire, favorable à nos idées. Et enfin, le troisième point, c'est la crise organique. À l'époque, il y a, comme je vous l'ai dit, une bourgeoisie ou une élite qui monte et qui a besoin de représentation, en tout cas qui veut avoir des leviers politiques dans le pays. Donc là, j'ai envie de dire que la crise organique, aujourd'hui, on la connaît avec le défaut de représentation qu'on a dans nos élites. Les taux de défiance envers nos politiques n'ont jamais été aussi élevés, envers les journalistes aussi, ce qui est pas... Pourtant, je suis journaliste, mais ils ont tout à fait raison, les gens. Mais là, on voit certains changements. Et donc, pour finir, là, retour à la réalité. Aujourd'hui, le bloc historique, disons qu'il y a deux blocs qui se font face et qui se font opposition. C'est le bloc populaire et le bloc élitaire d'un côté. C'est Jérôme Sainte-Fourquet, un sondeur auquel je renvoie à la lecture de ses livres, qui a vraiment fait des livres intéressants sur le sujet. Et il a montré qu'à partir de 2017, qui est la première élection de Macron, si vous voulez, à l'époque, si on se plaçait plutôt sur un échiquier politique gauche-droite, à partir de 2017, on voit que le clivage, en tout cas sur les intentions de vote, il se fait plutôt au niveau du diplôme, du lieu d'habitation. Donc là, on retombe sur l'opposition France périphérique, métropole, bien évidemment, et sur les revenus et les catégories socio-professionnelles. Pour faire simple, le bloc élitaire, c'est la classe managériale, donc là on est plutôt dans les cadres, et donc l'élite, on va dire, bourgeoise, financière et nationale. Et on voit, au moment de 2022 par exemple, que 70% des cadres ont voté pour Macron, alors que du côté des employés et des ouvriers, 70% ont voté pour Marine Le Pen. Et même si vous prenez une carte électorale au moment du second tour des élections présidentielles, en 2022, Marine Le Pen, on voit la constitution de deux blocs, avec d'un côté le bloc libéral, qui va être pour le vivre ensemble, pour le progressisme, l'européisme doit avancer. Et je pense que dans les années à venir, donc on aura cette opposition avec d'un côté le bloc libéral, et d'un côté le bloc libéral
sans oublier bien évidemment la question identitaire.